Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 16 août 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vais finalement vous parler de ce livre. Je vais vous lire un passage où il sera question d'une libraire un peu atypique. Donc, enfin, je vous parle de ce livre, 113 études de littérature romantique. Et pourquoi ai-je ressorti ce petit bout de tissu amoureusement tricoté par l'amie lisante Sylvie, à qui j'offre cette lecture, qui est toujours là, présente à nos groupes et qui, par sa gentillesse, son intelligence, sa parfaite amabilité, apporte à notre groupe une présence absolument indispensable et réconfortante. Alors, je lui fais en quelque sorte honneur en arborant à nouveau ce carré rouge dont j'ai la nostalgie. Bien souvent, tout au long du printemps et de l'été 2012, j'avais l'impression d'appartenir à une armée de libération. Partout, les gens me saluaient, me serraient la main, me disaient de continuer. Partout où je passais, dans les commerces, dans les transports en public, on m'adressait la parole, on me saluait, on me remerciait. Nous sommes de retour dans la réalité. Mais hier, je vais vous raconter une petite anecdote et je vais vous dire pourquoi, enfin, je vais vous lire un tout petit passage de Simon Liberati. Hier, coup de téléphone à ma librairie. Je réponds. Bonsoir, Bruno, ça va bien? Bonsoir. Pardonnez-moi, c'est qui à l'appareil? Je ne vous reconnais pas. C'est Jacques. Jacques. Oui, Jacques. Et si je te dis que je te visite à ta librairie habillé en police, est-ce que ça te dit quelque chose? Ah oui, Jacques. Jacques, c'est ce fameux policier qui patrouille avec son collègue dans le quartier Côte-des-Neiges et qui font le tour des commerces comme ça, qui prennent le pouls de la population. Et je vous ai déjà dit qu'il était un lecteur. Il avait tout lu, la comédie humaine de Balzac. Et lors de sa dernière visite, il me demandait ce que je lisais. Et il a semblé bien intéressé de le lire. Alors, on a convenu d'un échange de livres. Il va me prêter Repenser la pauvreté, et moi, je vais lui prêter le Liberati. Et hier, il m'appelait pour s'assurer que j'apporte le livre à la librairie. Ce que je ne manquerai pas de faire. Il ne faut pas heurter les forces de l'ordre. Par ailleurs, l'année dernière, au plus fort de la crise étudiante, eh bien, j'ai vu mes deux policiers marchant, déambulant sur le chemin de la Côte-des-Neiges. Et j'étais derrière eux. Et je leur ai envoyé un À qui la rue? Ils se sont retournés. Et quand ils m'ont aperçu, ils ont dit Ah non, quel zigoto ce type tout de même. Eh ben oui, je les ai fait bien rire. Alors voilà. Alors je vous ai dit, bon, ce que j'ai aimé dans ce livre-là, d'abord, Simon Liberati se met en scène lui-même. Je suis toujours intéressé de savoir de quel lieu parle l'auteur. Comment il vit sa vie. Comment vit-il? Comment est sa vie? Je ne suis pas de ces gens qui opposent la vie aux livres. Les livres font partie de la vie. Et quant à moi, les livres sont là pour nous aider à vivre mieux ou autrement. Et je suis toujours blessé quand je constate qu'un auteur, un grand écrivain ou un grand artiste, eh bien, a eu une vie plutôt indigne. Et je ne suis pas non plus de ces gens qui opposent l'école à l'école de la vie. Non, ça non plus, je ne fais pas ça. Il y a des gens qui ne retiennent rien des leçons de la vie et pas davantage de l'école non plus. Moi, j'appartiens à la deuxième catégorie. L'école n'était pas faite pour moi. Il y a des gens pour qui, par contre, ils sont très bien à l'école. Je n'ai rien à dire là-dessus. Ça les regarde. Alors, je suis toujours donc curieux de savoir comment un auteur se situe par rapport à ses propres textes, à sa propre création, à sa propre pensée,
Pour moi, c'est pas anecdotique de savoir que Kant avait horreur du vomi, qui venait trop, qui venait trop remettre en cause ses conceptions du beau. Alors il a éliminé ça, cette petite réflexion-là, et celle que m'a relatée mon ami Michel Peterson, qui lui-même l'a pris dans Derrida. C'est pas innocent, ça. Que Kant, devant le visqueux, devant l'horreur, devant le répugnant, devant le dégueulis, a tourné la tête et a fait mine de ne pas voir ce qui se passait. C'est ça aussi la pensée, c'est la texture de la vie, voir ce qui s'y trouve derrière. Alors Liberati remplit cette condition. Il nous dit des choses sur lui. Il nous situe par rapport à sa propre réflexion, à sa propre écriture. Également, ce n'est pas un homme de système, ce que j'apprécie également. Mais ce n'est pas non plus un homme incohérent, ce n'est pas non plus un homme qui ne construit pas quelque chose. Aussi, je vous ai dit combien j'appréciais les descriptions bibliophiliques qu'il fait des livres qu'il lit. Ne lisant pas de contemporains, comme il l'avoue d'emblée, eh bien, les ouvrages qu'il cite sont évidemment descriptibles. Vous comprenez ce que je veux dire par descriptible? C'est qu'ils appartiennent déjà à un monde que nous allons bientôt chérir. Également, j'ai dit que le titre me déplaisait un peu. Bon, 113 études, on comprendra qu'il fait ici référence à la musique. Peut-être 113 portraits c'eût été trop vieillot, trop désuet, trop daté, sans doute. Mais c'est bien de cela dont il est question. Des portraits d'écrivains en demi-teinte, par petites touches, sans prétendre tout connaître ou tout savoir de ces auteurs. Et il n'utilise pas les auteurs pour satisfaire aux fins de son propre système. Liberati sait que la vie est beaucoup plus grande que tous les systèmes qu'on peut fabriquer. Mais on n'oppose pas la vie aux livres. Les livres font partie de la vie. Et ils nous aident à avoir une vie plus riche, plus dense, plus pleine, plus nécessaire, comme dit mon ami Michel Bélis. D'ailleurs, il m'est venu une idée aujourd'hui, toujours en me rasant, avec cet ami policier qui va me rendre visite dans quelques heures. Pourquoi lui et moi ne partirions-nous pas un groupe de lecture pour policiers? Ce serait le dernier mercredi du mois, on se réunit, les amis lisants. Alors peut-être le premier mardi du mois, eh bien, ça serait mon groupe de lecture avec des policiers. Je vais peut-être lui en parler, voir sa réaction. Peut-être ça va l'enchanter. C'est sûr que pour moi, là, je vais être rudement mis à l'épreuve. Discuter de littérature avec des policiers, wow! Alors, je voulais un petit passage. José de Lurps, qui était libraire. Je n'ai jamais osé l'appeler par son prénom. Certains le faisaient, mais ce n'étaient pas des gens de mon âge. José, comme il disait, faisait salon toute une partie de l'après-midi, 5 jours sur 7. Maigre, sèche, aristocratique, José était le type de la vieille fille, d'une vieille fille de cette noblesse pauvre et rude qui abondait à cette époque dans le quartier. Elle n'était pas jeune, mais elle avait toujours sa mère. Elle en parlait souvent. Elle a fermé tard, bien après que j'ai déménagé, je dirais, au milieu des années 90. Comme je parle peu aux libraires, il m'arrive de tomber un jour sur une porte close et de comprendre que tout est fini. Je me souviens que mon père fréquenta sa librairie dès la fin des années 60. Il n'y avait pas que les livres qui s'empoussiéraient dans cette boutique, à peine chauffée en hiver par un vieux radiateur à huile. La grande originalité de José, en dehors de ses prix, était sa clientèle. C'était aussi sa punition. Je n'ai plus jamais revu un tel achalandage de vieux schnocks, d'abbés d'outre-tombe, de gens tombés d'une nouvelle de Huysmans ou d'un conte,
d'Hoffmann. Il y avait parfois un paquet de gâteaux secs entamés, ou alors une boîte en fer, je ne sais plus, et il restait là des heures entières à entretenir une conversation presque éteinte. Certains étaient des fous complets, comme cet ancien député que j'ai entendu quelquefois crier abominablement. Il y avait les fidèles de l'ombre, que je découvrais trop tard dans mon dos, une fois dans la boutique, comme celui qui s'accrochait à l'unique fauteuil en osier et qui ressemblait à une araignée d'angle. D'extraordinaires raseurs, comme cet obsédé qui disait « Vous voyez ce que je veux dire ?» indifféremment à la place du mot juif ou du mot franc-maçon. « Vous voyez ce que je veux dire ?» revenait souvent dans sa conversation. José restait toujours mesuré, jamais d'excès, jamais d'extravagance. Une conversation aimable, parfois un peu sèche ou agacée, mais toujours empreinte de charité et de bon sens. Elle lisait, ce qui n'est pas toujours le cas dans cette profession. Un jour, une femme est entrée avec sa fille, un être sans âge. Je parle de la fille. La mère n'était pas vieille. Elle portait toutes les deux des bagues à la chevalière. La mère a demandé à José si elle vendait des livres d'Henri Bordeaux, car sa fille s'était récemment prise de passion pour cet auteur. Je pense avoir vu de mes yeux, vers 1988, la dernière lectrice d'Henri Bordeaux. C'était une personne brune, surannée, qui avait à bien y regarder, entre 15 et 30 ans. Je n'ai jamais entendu le son de sa voix. J'ai vu José les traiter, elle et sa mère, avec distance, comme des tapeuses ou des cousines pauvres. Eh bien voilà. Alors il conclut en disant que il ne lui avait jamais adressé la parole autrement que pour lui dire bonjour. Et ce que nous dit Simon Liberati, que les libraires ne lisent pas, ou elle lisait, ce qui n'est pas toujours le cas dans cette profession. Eh bien, c'est une observation juste. Je connais très, très, très peu de libraires qui lisent. Eh bien, certains qui vont écouter ceci vont sans doute se récrier, non pas moi je lis. Mais pour ma part, je n'ai pratiquement jamais eu de conversation sur la littérature ou la philo avec l'un ou l'autre des membres de ma confrérie. Le marché, oui. La clientèle, oui. Toujours dans des termes chagrins, toujours dans des termes désolés, que je ne partage pas non plus. Moi, je reste étonné et ébloui de voir que le noyau dur du lectorat, eh bien, continue d'exister, que le flambeau de la littérature se transmet ainsi depuis des siècles. Les lecteurs de Dostoïevski ou de Marcel Proust ont toujours été en petit nombre. C'est le petit reste des lecteurs. Ce qui m'enchante, c'est de voir encore des jeunes personnes de 15 ans se lancer à l'aventure de l'un ou l'autre de ces auteurs. Alors, je ne partage pas ce sentiment-là qu'ont la plupart de mes confrères, que quelque chose se perd. Et pourquoi ne lisent-ils pas? Je pense que c'est parce qu'ils sont très attachés à la persona du libraire. L'un d'entre eux me disait qu'il adorait quand on l'appelait Monsieur le libraire. Quant à moi, appelez-moi Bruno. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne, vous pouvez aller joindre ma page Facebook. Vous pouvez, page d'hyperactif, comme vous serez à même de le constater, si le cœur vous dit de vous joindre à cette page. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez, à l'instar de Jacques le policier, me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur. Et je dois vous avouer que quand les deux policiers entrent dans ma librairie, certains ont des drôles de réactions. Je pense qu'ils pensent qu'on vient pour m'arrêter. Ça y est, on va lui fermer la gueule à ce lecteur trop bavard. Et non, ils viennent discuter littérature avec moi. Allez, merci, bonne journée.